Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'ensemble quotient. Il serait préférable pour vous de regarder la vidéo sur les relations d'équivalence avant, mais si vous êtes familier avec cette notion, vous pouvez la regarder comme ça, hein. Elle est un peu hors série, elle n'est pas spécialement destinée à mes étudiants parce que ce ne sera pas vraiment vu dans le cours de licence. C'est juste pour éclairer un peu mieux la notion de relation d'équivalence, donner des exemples un petit peu différents, un petit peu plus qui sont pourtant très utiles et qui montrent tout ce qu'on peut faire avec, même si c'est un petit peu en dehors du cours. Donc je pense que c'est intéressant, mais vous ne serez pas interrogé là-dessus. Bon, excusez-moi, je parle un peu à mes étudiants là. Néanmoins, voilà, si ça vous intéresse de voir autre chose, un petit peu que les trucs les exemples un peu bateaux, j'ai préparé cette petite vidéo pour ça. Donc tout d'abord, je vous résume un petit peu ce que c'est qu'une relation d'équivalence si vous avez la flemme de regarder toute la vidéo et que si vous connaissez déjà. Donc je vous rappelle que c'est une relation binaire sur un ensemble E qui doit être réflexive, symétrique et transitive. D'autre part que donc l'ensemble des éléments qui sont équivalents ou en relation avec X, ça s'appelle X point, je le note X point, donc c'est la classe d'équivalence de X, hein, c'est tous ceux qui sont équivalents avec X. Je vous rappelle également que les classes d'équivalence forment une partition de l'ensemble E, que l'ensemble donc des classes d'équivalence, là les quatre couleurs, ça s'appelle l'ensemble quotient de E par la relation d'équivalence, qui est noté E sur R, et donc hein, l'objectif de cette vidéo, c'est de donner des exemples d'ensemble quotient. Une dernière notation que je vais utiliser un moment, l'application qui a X associe sa classe d'équivalence, donc à tous ceux qui sont dans le vert associent la partie verte, s'appelle la projection canonique, hein, donc c'est l'application qui a X associe la classe de X. Voilà. Très bien, allez, tout de suite on y va. Premier exemple. Donc c'est un exemple que nous avons déjà vu dans le cours sur relations d'équivalence, hein, rappelez-vous, je prenais les nombres entiers et je disais, ben voilà, tiens, je peux faire une partition en prenant un nombre sur 5 par exemple, hein, donc tous les multiples de 5 là, qui sont en rouge, 0, 5, 10, 15, etc. Et puis ceux où il reste 1, ceux où il reste 2, donc ça me faisait une partition qui me définissait une classe d'équivalence et qui me donnait donc un ensemble quotient qu'on appelait Z sur 5Z, qu'on pouvait représenter un peu comme si on avait enroulé la droite portant les nombres entiers comme ça, puisque donc 0, 1, 2, 3, 4, et puis le nombre d'après 4, eh ben, c'était 5, mais 5 était équivalent à 0, donc la classe de 5 points et 0 points c'est la même chose, et donc c'est comme si on avait un petit peu enroulé les nombres entiers. Et donc la première chose que je voudrais faire, c'est voir est-ce que je peux enrouler comme ça la droite des réels et obtenir tous les nombres réels, et donc le cercle entier entre 0 et 1. Donc la réponse est oui. Alors la relation d'équivalence que je définis maintenant sur R est celle-ci. Je veux dire que deux nombres réels sont équivalents si leur différence est un nombre entier, positif ou négatif. Voilà, et donc le quotient par cette relation d'équivalence, je l'appellerai R sur Z. Alors, tout d'abord, essayons de mieux comprendre ce que c'est que ce quotient. Alors, pour tout nombre réel, on appelle E de x sa partie entière. Ok, donc c'est-à-dire la partie entière de 3,5 c'est 3, la partie entière de 3,22 c'est 3, la partie entière, attention, c'est un petit peu, c'est le nombre entier qui est juste avant. Donc là où on se gourre souvent, c'est que la partie entière de moins 1,5 c'est pas moins 1, c'est moins 2. Hein, parce que la partie entière, donc c'est l'entier qui précède le nombre réel ou qui est égal si on prend un nombre entier. La partie entière de 2 c'est 2. Ok, donc voilà, quel que soit le nombre réel, si je prends x est équivalent à x moins sa partie entière, puisque forcément la différence entre les deux là c'est la partie entière. Hein. X moins partie entière de x, ça fait partie entière de x, c'est un entier. Donc ces deux nombres-là sont équivalents pour cette relation d'équivalence. Okay, et x moins sa partie entière, c'est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. Ça peut être 0 si le nombre était entier au début, mais en tout cas c'est plus petit que 1. Okay, et c'est toujours positif, hein, parce que je l'ai dit, la partie entière c'est le nombre qui est avant x. Donc je vois que n'importe quel élément de R est équivalent à un nombre qui est compris entre 0 et 1. Okay, maintenant, si je prends deux nombres entre 0 et 1, je vais vous montrer qu'ils ne sont pas équivalents. Bon, bah alors, c'est assez simple, parce qu'ils sont tous les deux entre 0 et 1. La différence entre les deux est strictement plus petite que 1. Hein, si je prends le plus grand moins le plus petit, ou sinon, je prends la valeur absolue pour être sûr d'avoir pris le plus grand moins le plus petit, c'est strictement plus petit que 1, parce qu'ils sont tous les deux à moins de 1 de distance. Et donc, s'il y a un entier qui diffère entre les deux, c'est forcément l'entier nul. Donc voilà, donc soit x est égal à y, si la différence des deux c'est 0, soit ils ne sont pas équivalents, parce que la différence des deux ne peut pas être un entier. Il n'y a pas d'entier plus petit que 1 par 0. Ok, donc cela signifie que dans l'ensemble 0,1, il n'y a pas de nombres qui sont équivalents l'un avec l'autre. Autrement dit, tous les nombres réels, voilà, l'ensemble quotient R sur Z, je peux l'identifier à 0,1. Tout élément 1 représentant, il y a un élément de la classe qui est entre 0 et 1, et ils sont tous différents quand ils sont entre 0 et 1. Donc voilà, un nombre entre 0 et 1 me permet de définir une classe d'équivalence en ajoutant les entiers. Alors, plus précisément, en fait, c'est plutôt 0,1 fermé,
avec 0 égale 1. Vous voyez, je peux le voir comme ça. 0, 1 ouvert, parce que 1, c'est la même chose que 0. C'est la classe de 0 est égale à la classe de 1. Et donc, je peux le voir comme un cercle, hein, cette fois. Vous voyez, c'est comme pour z sur nz, on peut imaginer qu'on a refermé la droite des nombres réels pour voilà, obtenir maintenant, voilà, je pars de 0, j'ai peut-être tous les nombres entre 0 et 1, mais après, quand j'arrive à 1, hop, je suis revenu à 0, et ainsi de suite. Et donc, j'ai enroulé comme ça, l'espace quotient, c'est un peu une façon d'enrouler ma droite des réels. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer une construction qui permet d'obtenir les constructions précédentes, hein, qui généralise. Donc imaginons une application quelconque entre un ensemble D de départ et un ensemble A d'arrivée. Donc une application, c'est quelque chose une fonction qui est définie partout. Hop, en prenons-en une au hasard, boum, la voilà. Donc elle n'est pas surjective, il y a les éléments qui ne sont pas atteints. Elle n'est pas injective, plusieurs flèches peuvent arriver au même endroit. Une application quelconque. Eh bien, je vais commencer par identifier les éléments qui arrivent au même endroit. Donc vous voyez, hop, tiens, ces deux-là arrivent là, je les ai mis en rouge, ces trois-là arrivent là, je les ai mis en bleu, ceux-là, ainsi de suite, voilà. Bon. Eh bien, cela me permet de définir une partition de D. Vous voyez, hop, je prends l'ensemble là de tous ceux qui arrivent sur le même, les bleus c'est ceux qui arrivent là, la partie orange c'est les points qui arrivent là, et ainsi de suite. Et donc, de cette manière, vous voyez, comme c'est une application, un point ne peut arriver que sur un seul endroit. Ils ne peuvent pas arriver sur deux endroits différents, donc chaque point est bien dans une partie, une unique partie, donc voilà, les parties sont deux à deux disjointes. Comme c'est une application, donc elle est définie partout, donc tous les points sont au moins dans une partie. Bref, donc j'obtiens bien une partition de D. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ou comme vous le savez, une partition permet de définir une relation d'équivalence dont les classes d'équivalence sont exactement les ensembles colorés. Et donc, en prenant les parties colorées, je peux trouver une application qui va, à chaque partie colorée, associer l'image des points qui sont dedans, de cette façon-là. Donc voilà, je peux construire comme ça une application qui va du quotient dans l'espace d'arrivée, qui lui n'a pas changé, et qui cette fois est injective, puisque c'est fait pour. Vous voyez, il n'y a plus qu'un seul élément à chaque fois qui arrive dans l'espace d'arrivée. Donc c'est une méthode pour transformer, c'est pas transformer parce que c'est pas le même espace de départ, mais qui à partir d'une fonction, d'une application qui n'était pas injective, me donne une application injective, okay, qui ressemble quand même pas mal à celle du début, hein, l'image est la même, etc. Alors, plus précisément, comment on définit cette relation d'équivalence qui permet de faire ça? Eh bien, c'est tout simplement, donc je prends une application f quelconque, j'obtiens une relation d'équivalence sur l'ensemble de départ, définie, bah voilà, x équivalent à y si f de x est égal à f de y. Donc, tout d'abord, vérifions qu'il s'agit bien d'une relation d'équivalence. Alors, f de x est égal à f de x, donc elle est réflexive, hein, pour tout x, voilà. Ensuite, est-ce qu'elle est symétrique? Si f de x est égal à f de y, f de y est égal à f de x, donc elle est symétrique. Et est-ce qu'elle est transitive? Si f de x est égal à f de y et f de y est égal à f de z, alors f de x est égal à f de z. Donc, c'est bien une relation d'équivalence. Et donc maintenant, je peux faire le procédé, je peux regarder le quotient, et donc, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué sur le dessin précédemment. Alors, les matheux, au lieu de faire ce dessin, généralement disent, voilà, on peut définir une application donc, de l'espace quotient dans l'espace d'arrivée, qui est telle que f point, hein, telle que f soit égal à f point rompi. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, on a le petit diagramme, ou alors on dit, on trouve une application f point telle que ce diagramme commute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend un x dans l'espace de départ, et qu'on calcule l'image par f, hop, on obtient donc, vous savez, un petit élément ici, eh bien, le x qui est ici, je lui associe sa classe d'équivalence, la projection canonique, donc par exemple, le x qui était par là, j'associe le morceau orange, et bien l'image du morceau orange, ça doit être, par f point, l'image de x au début par f. C'est-à-dire que je passe par là ou par là, ça doit faire la même chose à la fin. Hein, autrement dit, j'ai encore écrit ça d'une autre façon, ça veut dire que l'image de la classe de x par f point, celui qui est là, l'image de la classe de x, ça doit être égal à f de x. Donc je passe x, hop, f de x, ou alors x point, f point de x point, je dois obtenir la même chose. Ok? Et donc, ce qu'il faut démontrer maintenant, c'est que on obtient bien une application injective, quelle que soit l'application de départ. Alors ça, c'est très simple, parce que c'est fait pour. Donc regardons, pour montrer qu'une application est injective, hein, c'est très simple, je regarde si jamais l'image de deux points est la même. Donc si l'image de la classe de x est égale à l'image de la classe de y, donc ça veut dire que vu que f point de x point c'est f de x et que f point de y point c'est f de y, ça veut dire que f de x est égal à f de y. Mais si f de x est égal à f de y, regardez, ça veut dire que x est équivalent à y, c'est la définition. Et donc que la classe de x est égale à la classe de y. Autrement dit, hein, si l'image des deux classes est la même, les deux classes sont les mêmes, ça veut dire que l'application f point est injective. Donc voilà, j'ai prouvé qu'on pouvait ainsi donc toujours
obtenir une application injective. Alors on va me dire, mais quel rapport avec ce qu'il y avait avant? Eh bien, si on appelle S1 le cercle trigonométrique, le cercle unité, où là je l'ai écrit dans les nombres complexes pour varier un petit peu, les nombres complexes de module 1, enfin vous voyez, l'objet géométrique correspond au cercle centré en l'origine et de rayon 1. Eh bien, j'ai une application, je peux définir une application f de x, là, qui va de R dans S1, qui simplement à x m'associe exponentielle de 2pi x. Hein. Donc comme vous le savez, voilà, exponentielle iθ, c'est l'ensemble des points du cercle, hein, et donc pour tout x, voilà, je peux associer ça. Eh bien, ce que je prétends, c'est que la construction là, sur l'espace de départ, donc sur R le quotient, ben, ça va me donner exactement R sur Z. Alors vérifions, donc là on disait que x était équivalent à R si f de x était égal à f de y. Mais si f de x est égal à f de y, ça veut dire donc exponentielle de pi x égale à exponentielle de pi y. Allez hop, je passe tout de l'autre côté, donc je divise par exponentielle de pi y, j'obtiens exponentielle de pi i fois x moins y égale 1. D'accord? Mais alors maintenant, hein, exponentielle iθ égale 1, ça veut dire que θ est un multiple de 2pi. Autrement dit, ça veut dire que x moins y est un nombre entier, positif ou négatif. Et donc finalement, c'est la même chose. X équivalent à y, si x moins y est un entier, donc c'est bien R sur Z que je retrouve. Eh bien, figurez-vous que Z sur NZ, on peut faire la même chose en prenant l'application f, cette fois, de Z dans S1, qui a f de k, et ceci, exponentielle de pi k sur n, où le n permet d'obtenir le Z sur NZ, c'est le même n là et là. Donc en choisissant un n, j'obtiens une application qui me permet aussi, comme ça, d'obtenir Z sur NZ. Donc ces deux espaces quotients, ces deux ensembles quotients, là, peuvent être obtenus de cette façon-là, et donc on peut imaginer qu'on puisse en construire d'autres comme ça. Allez, maintenant, faisons un peu de bricolage. Donc on a vu qu'on pouvait entourer la droite réelle pour faire un cercle, ou même le segment 0,1 en recollant 0 et 1. Alors maintenant, j'épaissis un petit peu mon segment 0,1, hop, j'obtiens une bande. Bon là, c'est un carré, mais pour les besoins de l'expérience, ce sera mieux que ce soit une bande pour plus tard. Et donc, quelle relation d'équivalence je fais sur mon carré? Bah, sur les points qui sont... tous les points, je dis ils sont équivalents à eux-mêmes. Jusque-là, ça ne mange pas de pain. Mais en plus, les points qui sont sur le bord, donc les points qui sont d'abscisse 0, donc les points 0y, je vais dire qu'ils sont équivalents au point 1y. C'est-à-dire que les points ici vont être équivalents aux points ici qui sont à la même hauteur. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'identifie le point qui est là, le point qui est là, le point qui est là, le point qui est là. Vous voyez? Donc j'obtiens bien une relation d'équivalence. Pourquoi? Parce que c'est une partition. Alors la partition, elle n'est pas simple à voir, mais c'est les parties, c'est tous les singletons de mon carré. Et puis juste, hop, les points correspondants, la partie 2 à 2, ça fait deux autres ensembles. Et voilà, ainsi j'obtiens une partition. Et donc l'ensemble quotient, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, je ne les change pas, il y a juste eux qui sont égaux à eux. Donc en pratique, eh bien, ça veut dire que je les prends ces deux-là, hop, je les mets les uns sur les autres puisque c'est les mêmes. Toc, boum, voilà. Et donc j'obtiens un cylindre. Vous voyez? Hein, je prends les points de 0,1, je le déforme un petit peu, hop, je recolle. Et voilà. Donc cet ensemble, ce cylindre, là, c'est un quotient. Vous voyez? Hein, de même que je vais enrouler ma droite, bah, je peux enrouler une petite bande comme ça. Voilà. L'ensemble quotient du carré 0,1 par cette relation d'équivalence, c'est un cylindre. Alors pour rigoler maintenant, vous voyez, si j'ai fait mon cylindre, je voudrais recoller de l'autre côté. Hein, c'est-à-dire si je décide maintenant, à partir de la bande, de recoller de ce côté-là et en haut en même temps. Alors là, c'est un petit peu plus subtil. Regardons comment on définit ça mathématiquement. C'est très simple là. J'ai dit voilà. Donc x égale 0 et x égale 1 avec la même ordonnée, c'est les mêmes points. Donc ça veut dire que ce morceau-là, hop, j'identifie à ce morceau-là. Et en même temps, je fais ça pour le bas, c'est-à-dire que x0 et x1, donc ceux qui sont ici et ceux qui sont ici, c'est aussi les mêmes. Donc la première étape, j'ai obtenu ça, mon cylindre de tout à l'heure. Maintenant, il faut que je recolle le bleu avec le bas, vous voyez. Donc là, il faut faire preuve d'imagination, parce que c'est un peu plus compliqué à concevoir. Mais en déformant le cylindre, hop, faisant retourner pour recoller le bleu avec le bleu, j'obtiens donc une espèce de chambre à air là, que mathématiquement on appelle un tore, et donc qui se note mathématiquement S1 croix S1. Donc 0,1, quand je replie 0 avec 1, j'obtiens S1, d'accord? Et bien si je le fais dans les deux sens, j'obtiens S1 croix S1. Voilà, c'est cet ensemble-là, hein, le produit cartésien d'un cercle par un cercle, c'est donc une chambre à air, ou un tore. Ok, alors une autre construction amusante, reprenons mon carré de début, ou ma bande là. Donc, là tout à l'heure, on avait décidé de recoller les points extérieurs de la bande sans les changer d'ordre. Maintenant, pour rigoler, là, au lieu de recoller mes points comme je l'ai fait tout à l'heure, comme ça, eh ben, j'ai décidé d'inverser. Vous voyez? Je tourne, hop, boum.
et j'obtiens un objet extrêmement étrange, vous voyez. Hein, donc mathématiquement, ça veut dire que j'identifie cette fois les points 0y avec les points 1, 1 moins y. C'est-à-dire que le point rouge ici va avec celui-là, le point jaune ici va avec celui-là, le milieu va avec le milieu. Je prends ça et hop, je recolle en tournant. Hein. C'est exactement ce que j'ai fait là. Au lieu de recoller comme ça, hop, je fais demi-tour et je recolle en tournant. Et donc j'obtiens un objet mathématique très marrant qui s'appelle un anneau de Möbius, que j'ai essayé de vous dessiner comme ça, hein, et qui est donc, vous voyez, autant que le cylindre avait deux faces tout à l'heure, une face orange et une face rose, ben maintenant c'est la même face tout le long. C'est-à-dire que je peux me promener tout du long de ma surface. Là, vous voyez, ça c'est rose, c'est rose, c'est rose. Hop, je me balade, je ne change pas, je ne lève pas mon doigt. Hop, hop, hop. Là, oh, ben ça change de couleur. Je passe sur du orange, sur du orange, sur du orange, vous voyez. Il n'y a qu'une seule face. Avec mon stylo, je peux parcourir ce côté-là et ce qu'il y a derrière, là et là, sans lever le crayon. Extrêmement marrant. Voilà un objet géométrique très rigolo. Donc le ruban de Möbius, ben donc c'est un ensemble quotient. À partir d'un carré 0,1, par une petite relation d'équivalence pas bien compliquée, on obtient voilà, des objets très très rigolos. Allez, un autre exemple. Cette fois, je pars d'un disque. Donc voilà, le disque. Et puis cette fois, je dis, bah, tous les éléments sont équivalents à eux-mêmes. Je suis obligé pour la réflexivité. Et puis je dis, bah, tiens, tous ceux qui sont là sur le bord, hop là, ils sont tous équivalents entre eux. Je fais disparaître le bord, poum, ça ne devient plus qu'un point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire géométriquement? Comment on peut essayer d'identifier ça? Ben, regardez, hop, le bord disparaît, ne devient plus qu'un point. Et donc, mon disque devient la sphère de dimension 2, donc qu'on appelle S2. Hein. S1 est le cercle, S2 est la sphère de dimension 2, S3 est la sphère de dimension 3. Alors déjà, c'est plus dur à voir. Hein. Bon. Mais bref, et ben voilà. Vous voyez, je pars du disque plat, par une petite relation d'équivalence, je peux obtenir la sphère. Alors, il y aurait eu d'autres façons de faire. Parce que vous voyez, à partir du disque, là, bah, j'aurais pu, en le déformant un petit peu, comme ça, obtenir une demi-sphère. Et puis après deux demi-sphères, je peux les recoller en identifiant les points de ça. Et hop, j'aurais obtenu une sphère en recollant deux demi-sphères. Mais il n'y a pas besoin. Avec un seul disque, en disant, tiens, le bord, hop, ne vient de plus qu'un point, j'obtiens de nouveau une sphère. Voilà le genre de choses amusantes qu'on peut faire en topologie algébrique, hein, en s'amusant avec des quotients, quoi. Ok. Alors ensuite, allez, un autre exemple. Prenons l'ensemble des droites du plan. Alors, il y a une relation que nous avons déjà vue dans la vidéo sur la relation d'équivalence qui dit que deux droites sont équivalentes si elles sont parallèles. Ok. Alors, quel est le quotient par cette relation d'équivalence? Donc, une classe d'équivalence, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles, c'est une espèce de direction, d'accord? L'ensemble de toutes les directions, l'ensemble quotient, il est traditionnel de noter P1 de R. On va voir pourquoi le 1 plus tard. Ok. Alors, une direction, c'est quoi? Je peux le voir comme un demi-cercle, vous voyez, toutes les droites, là, si je prends l'origine ici, une direction, c'est une des droites qui est là, donc ça va couper le cercle en deux points diamétralement opposés. Et donc, voilà, si je me donne un demi-cercle, ça va me faire toutes les directions possibles. Hein, c'est pas tout le cercle, parce que sinon ce point-là et le point diamétralement opposé, c'est la même droite, donc c'est la même direction. Et une droite et une watt dans l'autre sens, c'est la même. Hein. Elles sont parallèles, le parallélisme, c'est voilà. Donc il faut juste que j'ai... ça me suffit d'avoir un demi-cercle ou même je prends un seul des deux bouts. Hein. Là, si je prends ce point-là, je ne prends pas celui qui est en face, sinon ce serait la même chose, vous voyez. Et donc, je peux aussi représenter ça par l'angle que fait la droite avec l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, un nombre entre 0 et pi, où je ne prends pas pi parce que j'ai déjà pris en 0, vous voyez. Hein, l'ensemble des directions, c'est le segment 0 pi. Mais en fait, un peu comme tout à l'heure, ce n'est pas vraiment 0 pi ouvert, c'est 0 pi fermé où pi égale 0. Donc, de nouveau, je peux voir ça comme un cercle, hein, par exemple. Donc là, il suffit pour le voir comme un cercle directement de le poser à l'origine, de le mettre tangent, vous voyez. Donc, hop, je mets le cercle comme ça, et je prends les droites passant par l'origine. Et bien là celle-ci, hop, elle recoupe en un point, ça me définit une direction. N'importe quel point du cercle, là, me définit une direction. La droite horizontale étant définie par le point à l'origine, qui est tangent au cercle. Et donc j'obtiens comme ça toutes les directions de droite possibles. Hein. On peut le voir aussi comme un cercle, d'accord? Mais une droite aussi, on l'écrit des fois y égale à x plus b, hein, vous savez, quand on est plus jeune. C'est-à-dire que même les droites y égale à x, en fait, on peut les voir avec le coefficient directeur, c'est la valeur de a. Autrement dit, on peut regarder les points où ça coupe là. On peut voir de combien ça monte quand on avance de 1. Vous savez, le coefficient directeur. Donc, une direction, ça peut être aussi un nombre qui est la pente de la droite. D'accord? Donc là, pour n'importe quel point de la droite rose ici, j'ai une direction. D'accord? Entre voilà, l'origine et le point qui coupe cette droite. Donc l'ensemble de directions, on peut voir ça comme une droite. Sauf que non, et vous savez bien, il y a un problème avec règle à x plus b, c'est qu'on n'a pas les droites verticales. Donc, on peut voir l'ensemble de toutes les directions comme une droite, mais il faut rajouter autre chose pour les droites verticales. Et donc en maths, on appelle ça un point à l'infini, vous voyez. C'est comme s'il y avait un point à l'infini de cette droite. Vous voyez, toutes les directions sont là. Puis hop, à l'infini, on met un point pour les droites verticales. Donc,
P1 de R, vous voyez, on peut le voir comme un demi-cercle, comme un cercle, comme une droite avec un point à l'infini. Il y a plein de façons de voir tout ça. Ok? Alors, ce qu'on appelle la droite projective, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, on part de l'ensemble du plan, R2, les couples, moins l'origine. Piouf! Donc le plan est pointé, prend les... Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut dire que deux couples sont collinéaires si on a la relation suivante qui est vérifiée, hein, c'est-à-dire, voilà, soit xy' moins yx' égale 0, soit x' y' égale un multiple de xy. Hein. D'accord? C'est la même chose, ces deux relations. Je vous laisse vérifier ça en exercice. Hein. Ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Vous savez bien ce que ça veut dire, qu'ils définissent la même droite vectorielle, hein, qui sont voilà, multiples l'un de l'autre. Eh bien, le quotient de ça, donc on l'appelle x, y, comme ça, on appelle ça les coordonnées homogènes, avec deux points et des crochets. D'accord? Alors pourquoi coordonnées homogènes? Parce que cette fois, ce n'est pas les coordonnées normales, parce que vous voyez, 3, 12, par exemple, c'est pareil que 6, 24. Hein. Pourquoi? Parce que la relation, c'est si vous multipliez par le même nombre les deux, ça reste la même chose. D'accord? Les vecteurs 3, 12 et 6, 24 sont collinéaires, oui, donc c'est le même dans l'espace quotient. Hein. La classe de 3, 12, c'est la classe de 6, 24. D'accord? Et donc, c'est égal à moins 6, moins 24, par exemple. Hein. Je peux multiplier par moins 1. Et puis, tiens, pour rigoler, je peux diviser par 3 aussi, de chaque côté, multiplier par 1 tiers, et donc ça fait 1, 4. D'accord? Et en fait, chaque couple xy, si je dis multiplie par 1 sur x, si x est différent de 0, je peux trouver 1 quelque chose. Vous voyez? Donc, si x est différent de 0, hein, la classe de xy, les coordonnées homogènes xy, c'est les mêmes que les coordonnées 1, y sur x. Bon, par contre, voilà, si x égale à 0, donc un truc 0a en divisant par a, qui n'est pas 0 par contre, parce que 0, 0, je l'ai enlevé, bah, je peux obtenir 0, 1. Donc finalement, l'ensemble de toutes les classes d'équivalence, c'est quoi? Bah, c'est de la forme 1 quelque chose, où a est un nombre quelconque, hein, qui s'écrit y sur x. D'accord? Donc c'est 1 avec un nombre réel, quelconque, donc c'est une droite. Et avec ce point 0, 1, figurez-vous quoi? On l'appelle le point à l'infini. Parce qu'effectivement, cet ensemble, vous voyez, hein, les coordonnées x, y, bah, je peux les voir comme les coordonnées 1a, donc c'est tous les points qui sont sur cette droite, plus 0, 1, donc un point qu'on appelle le point à l'infini. Et donc finalement, ce quotient-là, c'est la même chose, c'est P1 de R. C'est pour ça qu'on l'appelle P1 de R, c'est la droite projective, parce que c'est la droite, vous voyez, il y a une dimension, ça ressemble à... Hein, c'est un espace à une dimension, même s'il y a un point à l'infini. Et donc voilà. Et maintenant, vous avez compris que s'il y a P1, il peut y avoir P2, P3, P4, Pn, etc. On fait la même construction maintenant, donc sur R ou C, hein, toujours. Et ben donc je dis qu'un n-uplet ou un point de l'espace à n dimensions sont équivalents si les deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire s'ils sont multiples l'un de l'autre. Et donc de nouveau, la classe de x1 et de xn, je l'appelle entre crochets x1, xn, etc. Et donc la classe, vous voyez, on peut tout multiplier les uns par les autres, et donc on obtient donc, ce qu'on appelle l'espace Pn, l'espace Pn de R, hein, l'espace projectif, dimension n sur k, alors si c'est sur R ou sur C, voilà. Et donc c'est dur à visualiser, vous voyez, ça fait une demi-sphère, alors c'est la sphère Sn, hein, dimension n, hein. Donc là c'est chaud à éviter, vous voyez. Donc ça fait la demi-sphère, mais alors en plus, là, les cercles, là, le diamètre qui est là, hein, les points diamétralement opposés sont identifiés, parce que ça fait la même direction. Hein. Donc c'est pas vraiment une sphère, vous voyez, c'est une sphère avec un bord bizarre, donc les espaces projectifs sont assez étranges et amusants à étudier, mais je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Ensuite, allez, pour finir, un dernier, les espaces LP que vous rencontrez peut-être en licence de mathématiques, c'est si on considère donc l'ensemble des applications de I dans R, alors on peut faire ça plus généralement sur les espaces mesurables, avec une mesure positive, enfin bref. Restons calmes, considérons donc les fonctions de R dans R, dont l'intégrale de la valeur absolue est plus petite que l'infini. Certains diront, oui, ça veut dire que l'intégrale converge, vous voyez, parce que voilà. Un f n'est pas forcément défini partout sur I, mais en tout cas, l'intégrale de f existe, le module de f existe et est plus petite que l'infini. On appelle ça les fonctions intégrables, et on appelle ça, voilà. Et on aimerait bien définir une distance entre deux fonctions intégrables définies comme ça. C'est-à-dire dire la distance de f à g, c'est l'intégrale de f moins g. Et ça ne marche pas complètement, ça ne marche pas bien, même pourquoi? Parce que si l'intégrale de h est égale à 0, vous voyez, donc si on trouve une distance qui est égale à 0, entre f et g, on voudrait bien que f soit égal à g. Mais si l'intégrale du module de h est égal à 0, eh bien si h est continu, ok, h vaut 0. Mais si h est plus général et pas forcément continu, eh bien, même si c'est défini partout, c'est pas forcément 0. D'accord? Hein, s'il y a quelques points où elle ne vaut pas 0, par exemple, l'intégrale vaudra toujours 0. Et donc, c'est pour ça qu'on a défini une relation d'équivalence sur l'ensemble des fonctions comme ça, de la façon suivante. On dit f est équivalent à g s'il existe un ensemble de mesures nulles
tel que quel que soit x qui n'appartient pas à cet ensemble de mesures nulles, f de x égale g de x. Donc si f et g sont égales partout, sauf sur un ensemble dont la mesure vaut 0, c'est-à-dire par exemple un nombre fini de points, et bien alors on dit que c'est les mêmes. Et donc comme ça, hop, on obtient une distance sur l'ensemble quotient. Vous voyez, si on considère que des fonctions, toutes les fonctions qui vérifient ça, c'est forcément la fonction nulle. Parce que si la fonction est, voilà, le module de h égale là, ça veut dire qu'elle est 0, sauf sur un ensemble de mesures nulles. Du coup, elle vaut 0. Et donc c'est pour ça qu'on définit comme ça l'ensemble L1 de i, hein, c'est l'ensemble des fonctions comme ça. Et puis, si on fait la même chose avec une valeur de p positive, un nombre réel p positif, eh bien, l'ensemble E au début est défini par les fonctions dont le module de P, module puissance P module de F à la puissance P est plus petite que l'infini. Alors on obtient les espaces qu'on appelle les espaces LP. Et bien voilà, donc c'est tout pour cette fois-ci. Nous avons vu quelques exemples que vous rencontrez peut-être des ensembles quotients en mathématiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres.